On est installé, oui. Bienvenue, merci pour cette table ronde. Hop. Ça fait du bien de voir du monde. Je dis juste ça en aparté. Quel bonheur de rencontrer de vraies personnes. J'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction. Bon, aujourd'hui on va échanger sur la e-santé et le médico-social. Est-ce que c'est vraiment une opportunité ou pas? Pour ce faire, on a invité 4 personnes extraordinaires. Vous allez voir, elles ont plein de choses à nous raconter. Et pour ce faire, je vais pas plus traîner sur cette mini-introduction et passer la parole à Stéphane parce que c'est un puits de connaissances. Il va nous faire un état des lieux de la situation, donc il y a déjà quelques années, puisque c'est quelqu'un qui travaille dans le médico-social depuis pas mal de temps. Et je pense que c'est intéressant d'avoir son regard sur justement ce qui s'est passé avant, aujourd'hui et ce qui va arriver demain. Voilà. Donc Stéphane, si tu peux déjà te présenter puis nous dire un Alors, petit peu. merci. Alors, c'est Franck. Depuis ce matin, j'appelle Stéphane. Oui, Alors, oui, chaque je ne sais année, il pas s'appelle pourquoi. Franck. Je ne sais pas pourquoi, mais Alors, c'est pas grave. le nom est bon. Hein, je Parfait, vais donner le bon parfait, nom. parfait. Toufeli. Franck Toufeli, je suis directeur de pôle santé sociale chez Berger-Levrault. Effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Ça fait une trentaine d'années que je suis dans le monde du social et du médico-social. J'ai commencé là-dedans et je suis toujours là-dedans. Berger-Levrault est présent dans le monde de la santé d'une manière générale, hein, dans le médico-social, mais aussi dans le sanitaire public et privé. Donc effectivement, j'ai vu passer plein de choses dans le médico-social depuis le temps. J'ai commencé dans les années 80, 85, 86. En fait, je m'étais dit, pour savoir est-ce que la e-santé est une opportunité pour le médico-social, fallait qu'on se pose la question, d'abord, qu'est-ce que la e-santé va apporter? Et pour ça, savoir d'où vient le médico-social, où on veut aller et avec quel outil. Alors, tout d'abord, le médico-social, c'est vraiment le parent pauvre de la santé. On le sait tous. Ça a toujours été traité d'une manière isolée, de manière cloisonnée par rapport au reste. Même à l'intérieur du médico-social, on traitait l'handicap, on traitait le domicile, on traitait l'EHPAD d'une manière complètement séparée. Même au niveau de l'informatique, on a abordé le sujet de l'informatique dans le médico-social par les sujets techniques, c'est-à-dire on venait dématérialiser des choses qu'on faisait sur le terrain, la facturation, les soins, etc., la compta et la paye. Alors, on va aller. Aujourd'hui, le maître mot dans le médico-social, c'est vraiment le décloisonnement, la coordination, la collaboration et le partage. L'objectif étant vraiment le bien-être de l'usager, je parle bien de l'usager, hein, personnes âgées, handicapées, des aidants, de la famille. Tout ça en privilégiant le domicile, le maintien à domicile, soit pour des questions de choix, parce que les personnes souhaitent rester à domicile, soit pour des questions de coût. Alors, comment on va pouvoir y aller vers ce décloisonnement-là? Moi, j'avais pensé qu'on pouvait y aller par les outils, bien sûr. Aujourd'hui, on voit plusieurs types d'outils qui fleurissent un petit peu. On peut parler des plateformes de coordination. Plateformes de coordination, d'intermédiation qui permettent de mettre en contact des professionnels avec des usagers, l'objectif étant rendre le meilleur service à la personne. On a aussi des outils de télémédecine. La télémédecine commence à rentrer dans les EHPAD et à domicile, bien entendu. On peut parler également de l'innovation. L'innovation, elle n'est pas uniquement dans le monde sanitaire, elle est aussi dans le monde médico-social. On y arrive un peu plus timidement. On peut parler par exemple de la robotique, de l'IoT, on parlera je pense un peu plus dans le détail. On a vu des robots dans les EHPAD et à domicile. Hein. On peut parler aussi de la réalité augmentée. Il y a des projets qui se préparent autour de ce sujet-là et bien sûr de l'intelligence artificielle. À ce propos, l'innovation va être vraiment boostée par l'appel à projet qui a été lancé par l'ANS. On en a parlé ce matin. Il va y avoir des formidables projets qui vont être lancés. Certainement 4 ou 5 vont être retenus, mais plein d'autres qui pourront voir le jour et qui pourront être développés de toute manière. Il y a aussi les outils communicants. On a besoin de maintenir le lien social. Malheureusement, la crise du Covid nous a démontré que c'est essentiel que la personne puisse garder le contact avec la famille, avec les aidants. Donc, on a vu beaucoup d'outils de maintien de contact, de visioconférence, éventuellement avec les résidents dans les établissements, d'échange de données. Il y a aussi le fait que la personne aujourd'hui a besoin d'accéder à ces informations.
sans forcément passer par un médecin. Dominique, il en a parlé tout à l'heure, hein, il y a une partie entière qui est consacrée à l'accès à l'information par le résident, le patient, l'usager. Bien sûr, les industriels, ils vont faire ce travail-là. Ils ont commencé à le faire. C'est vraiment leur partie. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ces travaux, ces outils soient communicants, interopérables, pour justement casser le cloisonnement et les silos. Mais pour le faire, il aurait fallu qu'il y ait une autorité qui décide un certain nombre de choses en termes d'organisation. C'est arrivé avec la feuille de route de Ma Santé 2022. Cette feuille de route, elle est inclusive. Aujourd'hui, le médico-social est traité à part entière sur cette feuille de route. On a l'obligation d'aller sur l'INS, on a l'obligation d'aller sur la messagerie sécurisée, on a l'obligation sur l'interopérabilité. Donc aujourd'hui, la feuille de route intègre le médico-social, mais ça impose aux industriels que nous sommes, aux établissements, de faire des produits qui respectent ces normes. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et les industriels, normalement, quand ils investissent, ils attendent un retour sur investissement. Sinon, ce n'est pas intéressant pour eux. Et ça tombe bien. On a parlé de 2 milliards ce matin, et Dominique en a parlé un peu plus dans le détail. Il y a 600 millions d'euros aujourd'hui sur la table pour le médico-social. Je ne sais pas vous, mais moi, en 30 ans, je n'ai jamais vu ça. L'argent a toujours été réservé en priorité aux sanitaires, que ce soit public ou privé. On a vu un certain nombre de programmes défiler, mais jamais pour le médico-social. Aujourd'hui, il y a 600 millions d'euros pour le médico-social. Pour résumer et terminer et donner la parole, parce que j'ai trop parlé, moi je dirais tous les voyants sont ouverts. Vraiment, tous les voyants sont ouverts. Mettons-nous tous autour de la table, industriels et établissements, pour bâtir vraiment les innovations de demain pour le médico-social et profiter de la vague qui déferle sur nous en termes financiers et en termes d'organisation pour faire à ce que le médico-social soit vraiment un secteur à part entière dans la santé en France. Merci Franck. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, il y a des moyens. Peut-être que ces moyens, on va pouvoir s'appuyer sur des expériences. Et je vais donner la parole donc à Catherine Roger, qui, ce serait bien, nous fasse part d'une expérience sur un des outils dont on entend souvent parler, qui est la télémédecine. Donc, je crois que vous avez mené une expérimentation, ça a duré quelques années. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Oui, bonjour à tous. Je suis Catherine Roger. Je suis dans le médico-social depuis plus de 20 ans également. Et donc, je conforte ce qui vient d'être dit. On suit des évolutions permanentes et qui s'accélèrent ces dernières années. Au sein, j'ai rejoint une structure mutualiste en Bretagne, membre du groupe Vive il y a plus de 10 ans. Et je viens récemment de rejoindre l'Union mutualiste d'Occitanie. Donc, je vous parlerai d'une expérience de télémédecine en EHPAD, puisque dès les prémices de la télémédecine, je crois, ou un peu après, on va dire, nous nous sommes lancés pour nos EHPAD en Bretagne, en milieu rural, avec une démographie médicale très compliquée, donc difficile d'avoir accès aux médecins en local, des établissements souvent loin des centres de soins. Donc, nous nous sommes dit qu'il y avait une opportunité via la télémédecine, peut-être de rapprocher les soins et en tout cas de permettre aux résidents, voire à la population locale que l'on accompagnait, de moins renoncer aux soins. Donc les premières expériences en télémédecine ont été périlleuses. Elles ont coûté beaucoup d'argent. Je crois que ça faisait écho à ce qu'on échangeait en aparté avec Elisabeth tout à l'heure. Ça a coûté beaucoup d'argent parce qu'il y avait un vrai sujet de technologie, de tuyaux, de mobilisation des acteurs. Et puis à ce moment-là, c'était tellement nouveau, il fallait mobiliser des salles de télémédecine. Aujourd'hui, on parle de mobilité avec des tablettes sur des smartphones. À l'époque, il nous fallait des grands écrans, des salles spacieuses pour pouvoir faire les examens. Donc tout ça, ça a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de mobilisation pour se rendre compte qu'on a tellement parlé de technologie à ce moment-là qu'on en a oublié un peu le projet médical qui était derrière. Et puis à ce moment-là, la télémédecine, la téléconsultation n'était pas rémunérée. Donc il fallait, pour pouvoir faire de la téléconsultation, avoir des requis, ça se reposait sur les bonnes volontés et les médecins spécialistes qui avaient envie de se lancer là-dessus et d'expérimenter.
Et puis, il fallait former nos soignants également. On s'est rapidement rendu compte que pour que la télémédecine fonctionne, il fallait qu'elle soit simple, qu'elle ne coûte pas très cher. Et le GCSI Santé en Bretagne nous a beaucoup aidés en ce sens, avec au départ des plateformes lourdes sur lesquelles il fallait rentrer des données, recopier des données. C'était difficile pour les spécialistes. Le spécialiste, il a peu de temps. Donc, il faut que la téléconsultation soit de qualité et qu'elle ne dure pas longtemps, si on veut qu'il renouvelle l'expérience le lendemain. Et le GCSI Santé en Bretagne a progressivement travaillé sur une solution très simple en disant, ça fait 2-3 ans, mais finalement la télémédecine, qu'est-ce que c'est ? C'est une visio de qualité et sécurisée, c'est une messagerie sécurisée, un dossier médical. Donc nous avons suivi toutes ces évolutions-là et nous nous sommes rendus compte que pour que l'on fasse un bon usage de la télémédecine et que ça se démocratise, il fallait aussi ressentir le besoin. Et le besoin, nos soignants l'ont rapidement senti sur quelques spécialités. Alors, sur un type de public accueilli en hébergement temporaire, parce qu'en hébergement temporaire, souvent le médecin ne peut pas suivre, et donc le patient en hébergement temporaire. Donc, pour autant, pendant son séjour en hébergement temporaire, le résident a besoin d'un accompagnement. Donc, nous avons commencé à faire de la télémédecine, surtout en tant que médecin traitant, via l'hébergement temporaire, avec un médecin qui était dans notre SSR, qui était salarié du SSR, qui venait une fois par semaine, et les autres fois, quand il avait à intervenir, il intervenait en hébergement temporaire. Et là, les soignants, les infirmiers coordonnateurs ne se posaient pas de questions, ils avaient besoin de lui. On a fait comme ça, sur la première expérience, 450 téléconsultations, ou téléexpertise, mais c'était souvent de la téléconsultation. Et dans une deuxième expérience, là, nous avons développé via d'autres spécialités. Alors, en psychiatrie, nous avons pu faire l'expérience que ça fonctionnait bien. Rapidement, si l'écran, pour le coup, est assez grand, mieux qu'un smartphone ou une tablette, si l'écran est assez grand, eh ben, le patient, accompagné de son propre soignant, qu'il voit dans le quotidien, adhère très facilement à la téléconsultation en psychiatrie. Quitte à présenter son bras à la fin pour serrer la main du médecin qui est de l'autre côté de l'écran. C'est très intéressant. Sur d'autres spécialités encore, cicatrisation, etc. Et forcément, cette crise sanitaire du Covid a accéléré les choses. Alors parfois en mode dégradé aussi, parce que la télémédecine quand même doit s'exercer dans un cadre précis, sécurisé, sécurisant pour tout le monde. Quand la crise est arrivée, on a fait parfois de la télémédecine avec des moyens un peu moins sécurisés, et la téléconsultation a été reconnue, y compris sur une consultation par téléphone via le médecin traitant. Bon, on a pu arriver parfois à des modes, je le dis là, mais un peu trop dégradés, qu'il faut quand même sécuriser un minimum, parce que ça peut faire porter sur des soignants des responsabilités très fortes quand le médecin n'est pas là et que tout n'est pas sécurisé. Merci. Elisabeth Souviron de l'ASI. Autre exemple d'outil qui a fortement amélioré les choses, c'est le DMP. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors le dossier médical partagé, effectivement, alors dans le ça a été très développé dans le sanitaire, un petit peu moins dans le médico-social, donc on va dire que c'est le début. Alors nous, la particularité, alors je ne me suis pas présentée, je suis chef de projet services numériques, innovation et nouvelles technologies au sein de la Cité de l'autonomie et de l'insertion de l'association ASEI, Agir, Soigner, Insérer et Éduquer. Donc moi je travaille plus particulièrement sur un regroupement de plusieurs structures qui font partie de l'association ASEI, qui sont situées à Ramonville et qui ont la particularité de prendre en charge et d'accompagner un public jeune, donc des enfants de 2 ans à 18 ans. Et donc le DMP, effectivement, ça a été assez nouveau au sein du bassin CAI. Il a été plus particulièrement déployé côté sanitaire, puisque la particularité de notre bassin, c'est qu'on a des structures du médico-social et du sanitaire. Donc on a 2 SSR. Donc ça a été déployé sur un SSR, mais les enjeux, ça a été effectivement que pour ouvrir un dossier médical partagé, il faut l'autorisation des parents. Donc il y a eu un petit moment de flottement où on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire sur le DMP, etc. Donc du coup, on a payé le module de DMP compatibilité avec notre dossier patient. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, les parents arrivent avec leurs enfants au sein du SSR et n'ont pas forcément créé le DMP. Donc s'il n'est pas créé, pour nous, ça va être compliqué de l'alimenter. Donc c'est encore poussif, mais effectivement, on va accompagner à ce que ça soit alimenté correctement et aussi du coup à le déployer côté médico-social où là, ça a été très peu le cas en fait. Qu'est-ce qu'en disent les professionnels justement ? Est-ce qu'ils y trouvent un intérêt ? Alors c'est sûr, comme l'a dit justement Catherine,
parfois ça peut être chronophage, Ouais. mais d'un autre côté, est-ce qu'ils voient quand même un intérêt? Ils voient l'intérêt. Après, qui dit DMP dit traçabilité, les écrits professionnels, etc. Donc je pense que nous, sur le bassin, l'enjeu c'est ça, hein, c'est d'accompagner les professionnels à tracer, à rédiger des écrits professionnels dans le dossier patient. Pour pouvoir ensuite alimenter le DMP. Donc il y a bien les prérequis à respecter, à savoir que chaque professionnel ait accès au dossier patient, qu'il puisse tracer dans le dossier patient et qu'ensuite il y ait une interopérabilité pour alimenter automatiquement le DMP avec les courriers, etc. Donc, est-ce qu'on peut avoir des exemples un peu plus précis est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de comment les choses se passent réellement sur le terrain? Sur le terrain, ce qui est difficile, c'est que bien souvent, les professionnels nous remontent le manque de temps. Et bien souvent, pour un professionnel, alors du médico-social, là je parle bien du médico-social, l'intérêt, l'importance dans l'accompagnement, c'est de passer du temps auprès de la personne accompagnée. D'accord, on parle de quoi? D'infirmières? On parle de rééducateurs, oui, tout à fait, des enseignants, etc. Et donc, le temps de tracer, pour eux, ils le voient comme une contrainte et un temps en moins à passer avec la personne accompagnée. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est de pouvoir faire en sorte que les professionnels puissent tracer facilement et intuitivement leurs écrits sur un outil informatique et qu'elles puissent accéder aussi à tout simplement un ordinateur connecté dans lequel on a le dossier patient. Donc finalement, vous voyez, les enjeux, ils sont très basiques, hein. On parle de beaucoup d'innovation, de nouvelles technologies, mais dans le médico-social, on accompagne tout simplement les équipes à accéder au dossier patient et à tracer. Et je pense que c'est, avant de parler de beaucoup d'innovation, je pense qu'il faut revenir effectivement aux basiques et accompagner les équipes en ce sens-là. Parce que sans ça, de toute façon, ça va être difficile de développer autre chose, hein, parce que généralement, tout part effectivement des écrits. Le DMP, ça va alimenter le DMP. La télémédecine aussi, hein, il s'agit de tracer. Il y a des comptes rendus qui sont toujours réalisés. Donc voilà, l'enjeu de tracer, il est là et il sera dans toutes les innovations de toute façon. D'accord. Autre exemple, donc Cyril Barreto, enchanté, bienvenue. En parlant d'objets connectés, je crois que vous avez développé quelques solutions. Vous pouvez nous en parler ? Tout à fait, merci. Alors je suis ravi d'être passé juste après autant de bons exemples de ce qui se passe sur le terrain, sur le domaine médico-social. Donc moi je me présente, je suis Cyril Barreto, je suis directeur de la BU Connecté Digital du groupe HBF. HBF en fait est une ETI maintenant effectivement de 250 personnes basée à proximité de Toulouse, du côté de Mazères. Voilà. Et en fait depuis 25 ans, cette société développe des solutions pour l'habitat, pour rendre simple l'habitat, plutôt dans un domaine qui est très grand public. Et en fait de façon très affinitaire, on s'est dit qu'on pouvait être un intervenant et apporter des solutions là encore de confort et de bien-être au travers du maintien à domicile, hein, qui est l'un des sujets effectivement qu'on peut évoquer ensemble, et des solutions dédiées à la fois aux aidants effectivement et à la fois dédiées aux aidés. Donc ce que l'on fait, c'est concrètement, c'est on se base sur un socle technique. Vous avez cité l'IoT, qui est effectivement un terme qui était très en vogue, l'objet connecté, mais en fait en soi, qu'importe les tuyaux techniques, nous ce qui nous intéresse, c'est l'usage que l'on va rendre en fait à l'aidant. Et l'une des premières solutions que nous sommes en train de finaliser, qui va sortir sur le marché à partir de janvier 2021, c'est la possibilité pour l'aidant, sur une application smartphone, de pouvoir voir ce qui se passe effectivement chez l'aidé. On sait que l'aidant a une charge mentale qui est très forte, 20 heures effectivement par semaine est consacrée à la charge de s'occuper de l'aidé. Donc c'est une forte responsabilité, une forte charge mentale. Et donc on essaie de contribuer à notre petite mesure, à lui donner quelques indicateurs de vie. En fait, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il s'est levé? Est-ce qu'il s'est correctement alimenté? Est-ce qu'il est sorti aussi, qui sont des critères assez importants effectivement sur l'aidé, pour voir si l'aidant, d'une certaine manière, se doit d'intervenir un peu plus, donc déclencher une visite physique ou un appel téléphonique, ou puis se contenter, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, de rester et de simplement suivre le flot de ces visites effectivement classiques. Donc c'est basé sur un socle de détecteurs de mouvement, détecteurs d'ouverture de porte, on a effectivement une plateforme IoT, mais tout ça importe peu, c'est vraiment l'application qui rend le service et l'aidant qui se trouve effectivement appuyé par une solution développée par un groupe privé comme le nôtre. Alors bien entendu, ça ne serait rien si on ne s'intéressait pas aussi à l'aider. Et là, on a un projet. Alors il faut savoir que le groupe HBF propose déjà des solutions pour l'aider sous la forme de chemins lumineux. Donc des applications non connectées qui permettent simplement à ce que lorsque la personne se lève la nuit, de sécuriser son déplacement dans son domicile. Malheureusement, 80% des chutes qui ont lieu auprès des aidés se font durant la nuit, parce que du coup elles sont un peu perturbées ou alors il y a un éclairage qui est trop fort. Donc en fait on trace un chemin lumineux entre sa chambre, le couloir effectivement et les toilettes pour sécuriser ce logement-là. Et comme on est toujours... Juste, j'en profite pour expliquer, je pense que la majorité des personnes ici le savent, mais la majorité des chutes dans les logements se font la nuit durant le parcours pour aller aux toilettes, quoi.
c'est quoi, c'est 80% des chutes se font C'est à ce 80% moment-là. des chutes se font durant la nuit. Oui. Voilà, c'était juste pour le dire, le préciser. Voilà. Oui, tout à fait. Et alors, nous, ça nous a impacté directement parce qu'on s'est dit, si on peut contribuer humblement à sécuriser se lever la nuit lorsqu'on sait que les chutes sont un premier facteur effectivement de dégradation, soit forte, soit malheureusement effectivement de détérioration définitive de l'état de l'aider, on s'est dit, on va quand même essayer de faire quelque chose. C'est pas un gadget. Voilà, c'est pour ça que j'intervenais, pour dire, voilà, parce qu'on parle de nouvelles technologies. Souvent, effectivement, comme vous l'avez dit justement, aujourd'hui, tout est possible. Voilà. Bon, tout est possible sur le papier. Dans la vraie vie, peut-être moins, mais sur le papier, tout est possible. Après, il y a effectivement pourquoi on fait les choses. Et ce que vous avez dit est tout à fait juste. Je crois que vous avez pas mal travaillé aussi avec les usagers, c'est ça, pour déterminer des scénarios ou des besoins précis. Tout à fait, on a travaillé. Alors, on peut faire la jonction avec la conférence juste d'avant, puisqu'on a travaillé avec Kiomed aussi, qui est donc un Living Lab qui nous a fait résonner au contact de l'utilisateur. Il faut savoir que depuis 25 ans, on connaît bien nos utilisateurs qui sont au sein de la maison. Mais là, on se parle d'une population qui nous est un petit peu plus lointaine. Et donc, on n'a pas voulu y aller les mains vides, passez-moi l'expression, et on s'est assuré la prestation, la compétence effectivement de Kiomed, qui nous a pris nos solutions, les a mis entre les mains de 15 utilisateurs sur les 3 derniers mois. Et donc, on a eu les feedbacks pas plus tard qu'il y a 10 jours. Feedbacks qui sont parfois effectivement un peu sévères, mais qui sont nécessaires pour qu'on puisse nous s'améliorer et faire en sorte que le service que l'on rend au travers du socle technique soit bien le service que l'on veut rendre en termes d'usage. Et c'est bien là l'important en fait. Alors, en termes d'acceptabilité, donc comment les choses se passent? Parce que vous parlez de systèmes qui effectivement rassurent l'aidant, mais le bénéficiaire au final, est-ce qu'il accepte ce dispositif? Comment ça se passe? Alors, il y a des vrais freins, bien sûr, à venir équiper l'aider. L'aider ne veut absolument rien porter sur lui. Donc, nous, on a pris le parti d'être non intrusif, c'est-à-dire que les capteurs sont des capteurs qu'ils ne portent pas. Donc, c'est un premier choix. Ça nous est personnel, mais on est persuadé quand même que faire porter un capteur, effectivement, à l'aider est une source de contraintes complémentaires. Et puis, effectivement, il y a une acceptation, parfois ce flicage, entre guillemets, qui peut être senti. Et ce qui se passe, et ce que l'on commence à sentir, c'est qu'en fait, c'est un peu comme dans les cambriolages qui se déroulent à la maison. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas cambriolé, en fait, vous ne nous équipez pas de système d'alarme. Le jour où vous êtes cambriolé, là, vous cherchez quelle est la meilleure solution idoine. Et malheureusement, dans le domaine du maintien à domicile, c'est la première chute. Voilà, le facteur déclenchant. Voilà. La chute qui fait qu'à un moment donné, en fait, il accepte de se dire, je me suis peut-être parfois, parce que la moyenne est effrayante, mais c'est 12 heures passées effectivement en moyenne sur le sol après une première chute. Donc, quand vous prenez conscience de ça, il y a un traumatisme physique, mais psychologique qui est très fort. Et donc, la première chute est le déclencheur qui éradique tous ces problèmes effectivement d'acceptabilité des solutions. L'environnement est totalement favorable à ce moment-là aussi. Enfin, toute la chaîne est complètement favorable. Et tout le travail de prévention que l'on fait avant la chute, du coup, porte complètement ses fruits à ce moment-là. Bien entendu, on préférait que du coup, le système de prévention permette de limiter les chutes. Mais bon, c'est un fait. Et c'est pour ça aussi qu'on cherche des partenaires qui nous accompagnent sur des détections de chute aussi, complémentaires. Franck, vous vouliez réagir? Oui, je voulais rajouter un point par rapport à cette problématique d'acceptabilité. En fait, il y a deux éléments. L'acceptabilité, bien sûr, de ces objets, de ces outils qui nous arrivent, et puis la confiance numérique. L'acceptabilité, il est essentiel de mener des études, de faire des travaux pour s'assurer que ce n'est pas intrusif et que les personnes vont accepter la présence de ces objets-là. Nous, on a fait des études autour des robots. Tout le monde était inquiet de dire est-ce qu'on va avoir un robot dans une forme humanoïde qui va se... Et ben, après études, après travaux, il s'avère qu'un robot dans un EHPAD, c'est assez ludique, c'est amusant. Et ça permet de créer des activités autour de ce robot. Donc c'est très, très intéressant. Après, la deuxième problématique, c'est la problématique de la confiance dans le numérique. Toutes ces données qu'on va collecter, elles vont être stockées où? Qui c'est qui va l'exploiter, etc. Et moi, je trouve que la feuille de route en numérique Ma Santé 2022 nous offre réellement un toit de protection par rapport à ça. Et ce qu'a dit Dominique Pons ce matin est extrêmement rassurant sur le fait que les données qu'on collecte resteront en France. Ce sont des choses qui sont gérées par l'État français et non pas par soit les GAFA, soit les pays étrangers. Donc c'est extrêmement important d'insister sur ces deux points. D'accord. La gestion donc des aidants numériquement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je crois que vous avez des choses là-dessus. Est-ce que ça facilite justement, contrairement à ce qu'on disait un petit peu avant, est-ce que d'un autre côté, ça peut quand même faciliter les choses? Évidemment, aujourd'hui, la mise en place d'outils communicants vers les aidants, ça permet d'abord de maintenir le lien. Donc le lien, c'est important pour la personne âgée, la personne handicapée, mais c'est aussi important pour les familles. Covid ou pas Covid, je veux dire, quand on est à des centaines de kilomètres de son proche, c'est intéressant de pouvoir communiquer avec lui de manière assez fluide. Donc ça vient aider l'aidant.
il y a aussi ces plateformes d'intermédiation qui permettent aussi à l'aidant de trouver des solutions proches pour aider le grand-père ou la grand-mère ou la personne handicapée sans forcément se déplacer elle-même et de compter sur un réseau social ou sur des associations qui permettent de venir donner de l'aide à des personnes qui sont proches. Donc c'est effectivement important aussi bien pour les personnes aidées que pour les aidants. Les libérer un petit peu, leur donner un petit peu de temps libre pour faire autre chose qu'aider la personne, et ça passe par l'entraide, ça passe par la communication, le partage, hein, et vraiment le décloisonnement. Alors, si je peux juste me permettre par rapport à ça, c'est vrai que nous, on a senti, on était très centré sur la partie suivi d'activité dédiée aux aidants. Et en fait, les aidants nous ont dit c'est super, ça va nous apporter une aide absolument phénoménale. Ce qui nous aiderait encore plus, c'est justement de nous aider à tisser ce réseau, puisque l'aidant s'appuie sur différentes personnes, à la fois des particuliers, à la fois du proche voisinage, à la fois de la famille, à la fois des professionnels. Il nous dit, en fait, on gère une communauté de 15 à 20 personnes qui gravitent systématiquement autour de l'aider. Et si vous pouvez nous aider en plus à apporter cette partie-là, du coup, en fait, on sera ravis. Aidant familial. Aidant familial, tout à fait. Okay. Ouais. Nous, on a mis en place des plateformes, déjà dans un premier temps, des plateformes de mise en relation entre professionnels et bénéficiaires quelque part, mais on les a complètement ouvertes pour que ça soit vraiment de la mise en relation entre aidants, pour se parler, hein, c'est assez intéressant, mais aussi pour trouver des bénévoles qui peuvent réaliser un certain nombre de tâches, voire de l'échange d'une région à l'autre. Justement, en parlant d'échange, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a à moitié de la table ronde. J'en profite pour vous poser. Est-ce que vous avez une question à nous poser? Oui? Alors, je vais essayer de reformuler. Ou Franck. Alors, la question, parce qu'il y a des personnes à distance qui ne nous entendent pas. Alors, la question, c'est, il existe déjà des solutions technologiques. Il y a des financements qui vont arriver. Donc, ces financements, est-ce qu'ils vont aider à construire de nouvelles solutions? C'est ça la question? Voilà. Alors, Franck, si je peux me permettre de commencer, ce qui va arriver, les 600 millions d'euros qui vont arriver, ils vont aider à intégrer ce qui existe et à innover. Première brique et premier projet qui est lancé, c'est un appel à projet Structure 3.0 pour dire venez, donnez-nous des projets autour de ce que vous imaginez dans le futur. On ne nous a pas dit dites-nous de quoi vous avez besoin pour intégrer vos produits. Donc là, on s'est lancé dans le champ, on va dire, de l'innovation et de la découverte. Nous, par exemple, on a présenté un projet pour l'utilisation d'un casque pour la réalité augmentée dans les EHPAD. Là, il va falloir qu'on fasse des travaux d'acceptabilité. Hein. C'est pas le seul problème, c'est un des problèmes importants à régler, savoir est-ce que quand je rentre dans la chambre d'un résident ou d'un usager avec des lunettes un peu grosses, est-ce que ça va poser un problème ou pas? Comment je peux faire? Comment je peux communiquer avec ces personnes pour leur expliquer la finalité? Et c'est quoi l'objet? C'est que j'arrive dans la chambre, j'ai pas besoin d'ordinateur, j'ai pas besoin de tablette, j'ai tout sous les yeux, et littéralement sous les yeux, je manipule avec les mains dans le vide, et j'ai les mains libres, je peux discuter avec le résident, je peux effectuer toutes les tâches de soins que je dois apporter, tout en ayant mon casque qui me donne accès à mon dossier, au DMP, à la connexion, et vraiment à tout ça en temps réel. Avec l'arrivée de la 5G, ça va être encore plus. Et donc, c'est un des problèmes de l'acceptabilité. On y travaille. Et de toute manière, les 600 millions d'euros vont servir pour les deux, pour les projets en cours et pour le projet futur. Alors, moi, je vous donne la parole juste un petit peu après, je vais finir là-dessus, je vais passer la parole à Catherine. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été poussées, mais finalement qui ont été assez cloisonnées, parce que vous êtes du CEA, Exactement. Il y a des personnes qui sont plutôt dans des organismes publics et d'autres plutôt privés, puis il y a des initiatives aussi de territoire et autres. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que finalement, il y a plein de solutions qui sont poussées un petit peu partout. Et finalement, rien ne se croise. Et je pense qu'un des grands défis, ce sera aussi
de pouvoir s'appuyer sur les expériences qui ont déjà été menées pour savoir qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour arrêter de réinventer l'eau chaude. Peut-être que Catherine, vous qui êtes maintenant dans une nouvelle dynamique, et vous partez plutôt pour décloisonner, est-ce que vous pouvez nous en parler ou... Oui, alors sur le décloisonnement, c'est sûr que la e-santé en général et ces 600 millions, de façon très concrète, on voit assez bien sur le terrain, hein, puisque comme ça a été soulevé, le médico-social vient de loin. Aujourd'hui, ces 600 millions, dans un EHPAD, ils peuvent servir vraiment à avoir des réseaux Wi-Fi dignes de ce nom pour pouvoir amener le soin au chevet du patient. C'est très basique ce que je suis en train de dire, mais pour le moment, la majorité des EHPAD ne peuvent pas le faire. Et en amenant le soin auprès du patient, c'est aussi aller vers un décloisonnement. Et la crise du Covid est venue renforcer cette difficulté à déplacer les personnes vers les établissements de santé ou autres. Et aujourd'hui, amener le soin au chevet du résident, c'est aussi contribuer au décloisonnement, aller chercher le spécialiste à la clinique privée du coin, à l'hôpital public, s'appuyer sur le SSR et une équipe de gériatres du SSR pour faire une évaluation gériatrique. C'est tout ça que ces 600 millions, ça paraît bête, mais ça va faciliter toute cette intercommunication. Je pense aussi que ces 600 millions, ils vont vraiment nous servir à sécuriser les systèmes. Je disais tout à l'heure, le médico-social, et a fortiori encore pendant cette crise sanitaire, a été victime dans bien des endroits de cyberattaques. Hein, vous avez dû le lire. Et il faut absolument que l'on sécurise nos systèmes de données de santé, certes, mais aussi nos données en général. Juste à titre d'exemple, il y a un an, nous avons, dans la structure où j'étais auparavant, été victime d'une cyberattaque. Et ça déstabilise complètement tout. Et nos logiciels qui étaient en mode SaaS, donc qui n'étaient pas sauvegardés en interne, ont pu être épargnés. Mais tous les autres, non. Et ça nous a amené vraiment à aller très loin dans la remise à plat des plans et la réflexion sur les plans de continuité d'activité quand on est attaqué et que plus rien ne fonctionne. Et donc ces 600 millions, je pense qu'ils serviront également à la sécurisation de tout ce qui se met en place, un peu de ci, de là, ça a été dit. Mais à un moment donné, il faut... Voilà, j'insiste beaucoup sur la sécurisation, mais pour en avoir été victime, on sait derrière ensuite ce que ça veut dire et comment ça met en péril beaucoup de choses. Je voulais juste compléter par rapport à ça. Effectivement, on est vulnérable parce qu'on est isolé. Aujourd'hui et demain, on ne le sera plus. Le premier appel d'offres qui va sortir là, du CNSA avec le RESA sur le dossier DUI, l'objectif, c'est de faire du SaaS, exclusivement du SaaS, justement pour éviter qu'il y ait des infrastructures un peu partout et qu'on subisse des attaques. SaaS ? Software as a Service. C'est-à-dire, vous n'avez rien chez vous, tout est installé dans le cloud français de préférence, et vous pouvez utiliser l'application, et le jour où il y a un problème, c'est pas attaqué, c'est pas subi, c'est indépendant. Ouais, en parlant de ça, de monter en maturité des systèmes d'information du médico-social, c'est vrai que pendant des années, il y a eu des programmes nationaux comme Hôpital Numérique, maintenant Open, pour les établissements de santé, pour leur permettre justement d'avoir des systèmes d'information plus renforcés, plus sécurisés, etc. Pour le médico-social, jusqu'à maintenant, il n'existait pas. Alors, ce qui est super, c'est qu'effectivement, il va y avoir le plan ESMS numérique qui va permettre justement aux structures médico-sociales de pouvoir acquérir et de pouvoir avoir des systèmes d'info qui vont permettre d'être la base ensuite de solutions numériques innovantes pour les accompagnements, pour les prises en charge, etc. Et ça, cette base, ce socle, il est primordial. On parlait de Wi-Fi, on parlait de tout simplement accéder à du matériel informatique. Ça paraît tout basique, hein, mais pour autant, ce n'est pas le cas dans tous les établissements médico-sociaux. Donc ça, c'est effectivement une notion qui est importante. Alors, il y avait une deuxième question. Microsoft n'assure plus la correction des patchs de sécurité. Et je me dis que
allouer aux SMS, c'est peut-être déjà de mettre à niveau le matériel de base qui va être utilisé par, d'une part, les aidants et d'autre part, les usagers. Parce qu'effectivement, il y a des réseaux, les réseaux sont mélangés, les réseaux Wi-Fi sont mélangés. C'est-à-dire qu'un usager a accès à un Wi-Fi, c'est le même Wi-Fi que le réseau des aidants. Quoi. Donc, ça, c'est des trucs de fou. Donc voilà, moi la question, c'est de dire, dans ce plan Ma Santé 2022, les 600 millions qui sont alloués, qu'est-ce qui est de l'ordre de la mise à niveau, de dire minimum, pour que la sécurité des données et la sécurité des données de santé en particulier soient assurées, quoi. Parce que sinon, on peut investir, on peut se faire plaisir, mais si le minimum n'est pas assuré. Alors, la question qui vient d'être posée, arrêtez-moi si je dis une bêtise, je le répète pour les personnes qui sont à distance, qu'en gros, il y a un plan colossal qui est mis en place, on est tous d'accord là-dessus. Quid des solutions qui sont, qui sont aujourd'hui, tous les systèmes d'information qui existent aujourd'hui, qui sont loin d'être à niveau. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait déjà pour remettre tout à niveau avant de parler d'aller sur des solutions complètement... Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Moi, je ne vais pas répondre à la place de l'ANS et de Dominique parce on n'a pas le détail aujourd'hui de toutes les lignes. Par contre, on sait très bien, la première étape, c'est vraiment faire en sorte à ce que tous les outils utilisés par ces établissements ne soient plus dans les établissements. Donc déjà, sur la protection des données, c'est-à-dire que les données soient gérées de manière centralisée, qui permettrait de vous mettre à l'abri de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont mettre en place des programmes qui permettent de renouveler le matériel, renouveler les systèmes ? Je ne sais pas vous le dire. Franchement, il faudra qu'on appelle Dominique pour lui demander. Pardon ? Certainement. Donc voilà, je ne sais pas vous dire là-dessus. Donc, par rapport à cette situation, donc effectivement, qui peut être soit problématique pour une remise à niveau, soit au contraire très enthousiasmante pour justement de nouvelles solutions. Comment vous vous situez justement par rapport à ça, Cyril ? Est-ce que vous allez très loin dans vos prospectives et dans vos futures solutions, ou est-ce que vous restez quand même assez proche du terrain ? Quelques briques, mais en tout cas, il n'existait pas grand-chose pour les aidants, qui est pourtant effectivement une personne qui a une charge très importante qu'on a pu l'occasion de le voir. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, on a une approche de niveau. Une première approche qui est très pragmatique, de se dire mais de quoi a besoin un aidant, qu'est-ce qui peut lui faciliter la vie, et qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme les mains en termes de solutions techniques, mais aussi bien entendu d'usage. Et puis, partant de ce constat-là et remplissant déjà ce premier besoin d'usage, comment on peut aller beaucoup plus loin avec les nouvelles technologies qui nous accaparent, donc de l'IA. Pour information, on a un partenariat avec Télégraphique, qui est une société toulousaine qui fait ça depuis 7 ans maintenant, et qui vient traiter les données que l'on remonte pour justement détecter ce qu'on appelle des signaux faibles ou des signaux d'alerte de comportement qu'on n'aurait pas, nous, effectivement, capté à notre niveau. Donc on essaie de pousser ces curseurs-là sans trop en faire non plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une recherche permanente, effectivement, de la performance, mais au contraire, la recherche permanente de l'acuité, de la pertinence de ce qu'on peut en avoir. Et on a un projet de R&D qui vise à remettre effectivement l'aider au centre de son domicile et de lui permettre de pouvoir piloter son domicile à la voix, en fait. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit oulala, mais ils partent dans un grand délire. Absolument pas. On part du concept que ces personnes sont physiquement démunies et que parfois le simple geste d'aller éteindre un interrupteur d'une lampe de chevet est compliqué. Parce qu'un interrupteur de lampe de chevet est trop petit, mal placé, mal positionné. Et donc on fait le parti de franchir plusieurs étapes technologiques. On s'affranchit de l'ardoise, de l'interrupteur, on s'affranchit de la dimension mécanique pour porter la voix. Et donc le projet de R&D qu'on va mener sur 2021 vient bien à étudier la voix et bien entendu s'affranchir des GAFA. Alors une fois qu'on s'écrit ça, on se dit oulala, ils partent dans un grand chemin technologique très ardu, mais on est persuadé qu'en France on a toutes les briques pour pouvoir le faire, pour faire en sorte que l'aider facilite sa vie à son domicile, puisque sa volonté c'est quand même de rester pour 90% d'entre eux effectivement le plus longtemps possible dans leur domicile. Oui, pour répondre à monsieur, donc la difficulté, c'est effectivement de pouvoir mettre à niveau le parc actuel, mais aussi de pouvoir ne pas s'empêcher d'améliorer le confort avec des nouvelles solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être Oui, je voulais dire aussi que ces fonds-là vont nous permettre également d'aller plus loin, et notamment au niveau, je pense, du domicile. Si les EHPAD sont en retard
retard par rapport aux établissements de santé, le domicile est souvent en retard par rapport à l'EHPAD, s'il fallait parler de retard. Donc je pense que ça va être une vraie opportunité pour le domicile d'aller sur le télésoin. Et il y a actuellement des expériences qui commencent à voir le jour. Et je pense que ça va venir soutenir aussi des projets du domicile où il y a une organisation quand même à penser un peu différemment au domicile plutôt qu'en établissement, où tout est concentré, où les moyens sont centralisés au même endroit. Donc je pense que ça va nous permettre d'aller plus loin. Et je suis aussi très satisfaite d'entendre des collègues qui sont dans l'audio ou dans l'optique dire aujourd'hui on a recours aussi à la téléaudiologie. On voit que sur ces derniers mois même, une évolution très forte autour de la télé, de tout ce qui est la e-santé, mais c'est vraiment intéressant. Donc je crois que se sentir soutenu dans cette démarche, et puis l'époque veut que ça quand même une vraie solution et pas seulement une solution en mode dégradé, c'est une vraie réponse également. Elisabeth ? Oui, l'enjeu dans le médico-social, c'est effectivement de proposer un accompagnement de qualité, mais il faut aussi que l'accompagnement de qualité soit aussi au domicile quand la personne rentre chez elle le week-end ou en semaine. Et ça a été vraiment l'enjeu qu'on a soulevé lors du confinement. Comment continuer cet accompagnement-là et faire en sorte qu'il soit de qualité et régulier. Donc c'est pour ça que effectivement pendant le confinement, certains professionnels de nos établissements ont pu expérimenter le télésoin, donc c'était tout nouveau. Donc ça a été un peu compliqué au début, tout simplement lié à des problématiques techniques, quelle visioconférence, il fallait du Wi-Fi, etc. Mais une fois que ça a été établi, effectivement, ça a été d'une grande richesse, à tel point que les professionnels s'interrogent à l'heure actuelle en se disant comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon accompagnement au sein de l'établissement de santé pour proposer toujours une continuité au domicile. Et là aussi, alors en dehors de l'accompagnement de la prise en charge, il y a aussi comment maintenir une activité pour, alors nous c'est des enfants, c'est particulier, des enfants lorsque, là c'était confinement, mais quand ils sont en vacances, les week-ends, etc. Donc là aussi il y a une superbe idée qui est née pendant le confinement, de faire en sorte que l'association a tout simplement ouvert un site internet qui s'appelle Keops, qui va proposer plein d'activités à faire avec l'enfant et que le parent pourra accompagner. Alors pas des activités rééducatives, ce sont des activités éducatives qui vont donner des idées aux parents pour réaliser des petits jeux avec son enfant, tout en restant dans un cadre sécurisé. Parce que c'est ça l'enjeu, souvent, les parents sont démunis en se disant, on trouve plein de choses sur Google, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec mon enfant en fonction de son handicap, etc. Et donc là, on a été créé cette plateforme pour justement les guider en fonction de la déficience de l'enfant, de pouvoir orienter les activités. Et ensuite, avoir un retour avec l'équipe éducative au sein de la structure. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore développé au sein de l'association et qui va s'ouvrir d'ailleurs aux adultes. Voilà. Super. Il y a une question dans la salle. Oui, bonjour, je m'appelle Pierre. Je voudrais parler d'un truc à côté de la psychiatrie, dans le domaine de la psychiatrie. Oui. En effet, je suis GEMER, c'est-à-dire membre d'un groupe d'entraide mutuelle. Vous devez connaître ce type d'associations qui sont en lien avec la réinsertion des malades psychiques et ex-malades psychiques. Et ma question est la suivante. Vous aviez dit tout à l'heure que pour les aidants, il y avait beaucoup d'avantages à tracer numériquement les données, tout ça. Et vous aviez parlé du fait que c'était plus compliqué de le faire accepter par les patients eux-mêmes. Et je voulais voir s'il y avait quelque chose en cours dans le domaine du droit et relatif à ça, c'est-à-dire que quand on se met dans la peau de quelqu'un qui est de même psychiatre, il y a souvent le psy qui remplit un dossier, c'est ce que je veux dire. Et de temps en temps, on peut demander à avoir l'historique de son dossier. Mm-hmm. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir comme moyen de preuve pour le patient? Est-ce que ça peut être intéressant que lui aussi ait accès de manière totale et utilisable ce dossier à des fins de preuve? Enfin, en tout cas, au moins pour valoriser le dossier qui est fait, parce que nous, il y en a beaucoup à qui il n'y a pas de suivi vraiment concret là-dessus. Et il y a peut-être un manque. Donc, je vais voir s'il y a quelque chose de prévu dans ces 600 millions relatifs peut-être à un projet de la sorte. Alors, je vais essayer de reformuler. Donc, dans les futures solutions qui vont apparaître,
est-ce que les données du patient pourront être exploitables et utilisables donc par le patient lui-même? C'est bien ça la question? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut-être Franck? Ce qu'on disait, les données du patient par l'intermédiaire du DMP, normalement, l'objectif, c'est effectivement que la personne elle-même puisse accéder à ces données. Par contre, vous posez la problématique des patients psychiatrie. Là, je suis un petit peu court sur ce sujet-là. Au niveau des droits, parce que là on a peut-être un problème de droit qui peut s'imposer, mais normalement on doit pouvoir accéder, et c'est tout le travail qui est fait autour de la feuille de route. On doit pouvoir accéder à toutes les informations qui nous concernent par l'intermédiaire d'une identification assez forte et qui est mise en place, hein. Quand on sait que c'est bien la bonne personne qui est en train de se connecter pour accéder à ces informations, elle doit pouvoir les avoir. Après, sur la problématique psychiatrique, je suis un peu court sur le sujet. Vous ne pouvez pas affirmer qu'il y aurait par exemple des suivis psychiatriques sous vidéo? Pas encore. La question qui vient d'être posée, c'est est-ce qu'il peut y avoir des suivis psychiatriques par vidéo? Des téléconsultations, c'est possible, oui, tout à fait. De réaliser des téléconsultations. Vous avez étendu à l'ensemble pas pour les téléconsultations. De manière générale. Au-delà. Non, mais c'est une question. On connaît, c'est vrai, le cadre aujourd'hui de la téléconsultation, et pour avoir travaillé avec un médecin psychiatre sur tout l'environnement et le projet autour de la téléconsultation en psychiatrie, il y a des cahiers des charges qui sont très précis en lien avec évidemment le respect du secret professionnel d'une part, et puis c'est très balisé, donc par rapport à ça, s'il y a une grande sécurité autour de la téléconsultation, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention à des téléconsultations qui pourraient se faire en mode trop dégradé, parce que du coup là c'est moins sécurisé. Par contre, la téléconsultation, elle est sécurisée par rapport au droit à l'information. Et juste par rapport au DMP, de mon souvenir, dans le DMP, c'est vous qui choisissez en tant que patient de donner accès ou pas aux informations. Vous pouvez ne pas souhaiter, par exemple, que des comptes rendus de consultation en psychiatrie soient accessibles à votre médecin traitant. C'est vous qui choisissez les personnes qui pourraient avoir accès aux informations qui sont contenues dans votre dossier. Il faudrait vérifier ça, mais j'avais retenu ce libre choix du patient de pouvoir sélectionner ou pas les personnes à qui il souhaite partager l'information. D'ailleurs, il y a deux avantages à pouvoir se vidéoter en visu, c'est-à-dire qu'il y a le côté sécuritaire immédiat, et puis il y a le côté archivage et utilisation des données personnelles. Alors, juste un petit complément, même si je vais rester très humble sur ce sujet, parce que du coup, comme vous l'avez compris, nous on s'exprime plus dans la partie confort et bien-être. Là, on touche le domaine du médical. Nous, sur l'expérimentation qu'on a fait avec Yomed, en fait, on a été étonné, mais agréablement étonné, de voir que 30% des utilisateurs, donc sur les 15, c'est-à-dire 5 personnes, c'est pas forcément représentatif, mais en tout cas, ça donne une orientation. Les gens disaient, mais non, moi c'est pas une personne âgée que j'aide au quotidien, c'est une personne qui a un vrai déficit mental, et donc pouvons aller vers des cas d'Alzheimer, des choses effectivement assez poussées. Donc on n'est pas très à l'aise d'aller vers ce domaine-là, parce que du coup on découvre ce domaine médical. Mais pour revenir à votre question, du coup toutes les données qui sont du coup transitées sur le mouvement de la personne, est-ce qu'elle sort, est-ce qu'elle rentre, tout ça, peuvent tout à fait être mises à disposition. Alors dans le premier contexte qui nous occupe, c'est le domaine de la RGPD, que l'on respecte à la lettre, sur lesquels on a des serveurs Microsoft qui sont faits pour et qui sont en France pour garder ces données-là. Ils sont complètement anonymisés. La question de la loi, par contre, est intéressante, c'est-à-dire potentiellement sur une personne qui n'aurait pas cette conscience de ce domaine de loi, est-ce qu'il faudrait franchir le pas, aller vers un contexte plus légal? Là, effectivement, c'est intéressant de voir comment les prochains mois vont nous amener sur ce contexte légal qui, à mon sens, aujourd'hui, n'est pas complètement circonscrit. Après, dans la réglementation, chaque usager, chaque patient a droit à voir son dossier patient. Alors là aussi, il y a une réglementation en vigueur, donc il y a un délai, etc. Donc ça, c'est possible pour toute personne d'accéder à ces données de santé. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Non. Alors moi j'aimerais revenir sur, il va y avoir des nouvelles technologies qui vont être développées sur le terrain. Est-ce que vous avez des exemples sur justement la formation à la fois des professionnels et le côté information à l'usager? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, ce qui ne marche pas, comment s'y prendre? Peut-être alors pour la CAI, la Cité de l'autonomie de l'insertion, alors ce qui est très, très important quand on parle d'innovation, c'est que la solution innovante
qui a émergé répondent bien à un besoin de terrain ou un besoin usager. Alors ça, c'est la base, parce que bien souvent, ces dernières années, on a pu parachuter des solutions numériques au sein des équipes, et ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que les équipes vont pas du tout s'approprier l'outil qui va prendre la poussière, tout simplement, parce que ça répond à un besoin de personne. Donc c'est vrai qu'on en parlait en aparté en amont. Ce qui est important quand on parle d'innovation et de solutions numériques derrière, c'est qu'elles soient co-construites avec les acteurs terrain. Ça, c'est primordial, c'est la base. Une fois qu'elle a été co-construite, il y a toute une phase d'accompagnement et d'appropriation. Et cette phase, elle n'est pas du tout à négliger. Autant on peut passer beaucoup de temps à créer une solution, à l'adapter, etc. Mais alors le temps de l'accompagnement, là, il ne faut pas le négliger. Il faut être sur le terrain, il faut que les personnes comprennent l'intérêt, parce que des fois, ça peut prendre un peu de temps au début, mais c'est pour en gagner ensuite sur l'accompagnement. Donc ça aussi, il faut être présent aux côtés des équipes, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis chef de projet à la CAI, pour les accompagner au mieux, pour qu'elles puissent se l'approprier et faire en sorte que ça soit un projet pérenne, qui soit utilisé dans le temps. Parce que bien souvent, c'est ça l'enjeu, c'est que c'est nouveau, donc les équipes vont s'en saisir quelques mois, et puis après, tout tombe à l'eau, on ne l'utilise plus. On le met dans un placard, donc ça peut être des robots, ça peut être des casques à réalité virtuelle, et puis c'est plus du tout utilisé. Donc là aussi, ce qui est important, et ça on le met en place au sein de la Cité de l'autonomie et de l'insertion, c'est de créer une sorte de réseau de référents innovation, c'est-à-dire identifier des professionnels dans un peu tous les services, dans lesquels, alors ça nous permettrait de nous réunir assez régulièrement et de rebalayer tous les projets et de voir ce qui peut pêcher, parce que ce qui était pas un frein au début peut s'avérer un frein là, donc il s'agira de faire des adaptations par la suite pour faire en sorte que ces projets vivent et qu'on puisse les faire évoluer aussi et en apporter de nouveaux. Donc ça, c'est important de mettre en place des réseaux au sein des établissements pour pouvoir suivre tous ces projets, parce qu'il y en a beaucoup, surtout je pense à l'ASEI, ça compte 120 structures, 120 établissements, on a tous des besoins différents, on a plein d'outils, de solutions numériques. Donc là aussi, le but, c'est de pas développer et puis faire en sorte qu'au bout de 2 mois, ça soit plus utilisé, mais faire en sorte que ça s'ancre dans les usages. Et ça, je pense qu'il n'y a que l'accompagnement qui peut. Et l'important, c'est de pouvoir aussi évaluer. Alors ça aussi, l'évaluation. Pendant des années, on a mené plein de choses sur le terrain, jamais évalué. Donc du coup, jamais réajusté. Et on les laisse comme ça. Donc là, je pense que c'est une très mauvaise habitude. Et là, chaque projet, il faut réfléchir. Et nous, on le fait au sein de l'association, mais je pense que c'est fait dans beaucoup d'autres structures, de réfléchir directement aux indicateurs d'évaluation. Quels sont les objectifs ? Qu'est-ce qu'on recherche et comment on va pouvoir tout simplement l'évaluer pour voir si ça fonctionne ou pas, si ça répond bien aux objectifs. Et si ça ne répond pas, trouver pourquoi et trouver des solutions pour le réajuster. C'est souvent un problème de gestion de projet où Ouais. en fait des fois il y a la temporalité et aussi répartir les budgets là où il faut. C'est ça. Et le budget sur les retours d'expérience sont souvent minimisés, voire même oubliés. Ouais. Donc Franck, vous vouliez rajouter ? Oui, je partage tout à fait la nécessité de la co-construction. Qu'on fasse des produits entre guillemets que j'appelle classiques ou de produits innovants et de nouveaux concepts, l'usager, l'utilisateur final est primordial. De son implication dépendra l'acceptation et l'adoption après des outils. Notre projet autour de la réalité augmentée, il est co-construit avec des EHPAD. Mais on va aller plus loin, y compris la formation, y compris l'information auprès des usagers, auprès des bénéficiaires, va se faire avec les professionnels. Les infirmières qu'on va engager pour pouvoir piloter et tester ces opérations-là, à un moment donné, ils se mettront autour de la table avec nous pour décider qu'est-ce qu'on mettra dans les formations et qu'est-ce qu'on mettra dans la formation auprès et des utilisateurs et des usagers. C'est extrêmement important. La co-construction fait souvent peur, puisqu'en fait, on s'imagine un peu la démarche baba cool, où tout le monde se met autour de la table, on y va, on discute tous ensemble. En fait, pas du tout, c'est très structuré. Les personnes interviennent au bon moment du projet, elles sont sollicitées quand il faut, etc. Absolument, c'est devenu une règle, en tout cas chez Berger-le-Vro, je sais en parler. Il n'y a pas un produit aujourd'hui ou une nouvelle fonctionnalité ou module qui sort de nos usines de développement s'il n'a pas été piloté par nos équipes, bien sûr, mais avec une intégration des utilisateurs, de futurs utilisateurs, des sites pilotes qui vont pouvoir l'expérimenter. Et des fois, on a des surprises parce qu'on a des choses qui nous sont apportées par nos clients et nos futurs utilisateurs qu'on y ait pensé, mais pas du tout. Et la façon d'appréhender un sujet ou une problématique, elle est complètement différente entre un professionnel
et un informaticien, même s'il a une connaissance importante du sujet. Et C'est je tiens clair. juste à préciser, et je crois que c'est aussi votre cas, en fait, c'est une consultation à tout moment du projet, c'est ça? Exactement. Aussi bien au exactement. niveau de la conception que des premiers prototypes, enfin, etc. C'est ça, c'est-à-dire que nous on a dans le cas particulier sur le maintien à domicile, encore une fois, une casquette d'humilité, 25 ans dans le domaine grand public, mais le maintien à domicile est encore effectivement un autre domaine. Donc on a pu tirer une expérience quand même première d'orientation de nos premières solutions, de nos premières, et on a fait le constat que se dire il fallait qu'on soit accompagné. C'est la raison pour laquelle du coup Qmed est arrivé. Ce qui est intéressant, et juste petit point, petit coup de gueule, allez, je peux me permettre. Moi qui ai travaillé effectivement dans des startups avec des mécanismes d'innovation et de financement de l'innovation est souvent portée sur l'innovation technologique. Éventuellement, on peut avoir des fonds sur la partie co-construction, mais là s'arrête la partie financement et finalement la mise sur le terrain, l'expérimentation et encore plus l'évaluation effectivement dans le temps n'est pas couverte par ces mécanismes de financement. Et ce qui se passe dans une startup, c'est qu'elle est toute contente d'avoir franchi sa première étape et après derrière, malheureusement, elle se retrouve devant un espèce de désert sur lequel il faut qu'elle fasse tout le boulot et parfois elle a beaucoup de mal. Et malheureusement, effectivement, les startups sont fragilisées dans le temps. Et Dieu sait que la partie évaluation est extrêmement importante. Alors, Catherine, vous pouvez rebondir là-dessus, ou est-ce que vous avez bien ça en tête pour votre nouvelle mission? Moi, ce qui faisait écho, effectivement, on est souvent dans l'innovation technologique, c'est finalement, entre guillemets, un peu plus facile, mais il y a toute cette innovation technologique, elle implique de l'innovation organisationnelle. Et ça, je rejoins tout ce qui a été dit auparavant, il ne faut surtout pas minimiser ce temps de l'accompagnement au changement. Et pour accepter de remettre à plat des organisations, ça ne se fait pas. On gère de l'humain et on accompagne de l'humain dans des process nouveaux. Donc, toute cette innovation organisationnelle, elle est essentielle. On parlait de décloisonnement, on parle de mutualisation, de synergie aujourd'hui. On n'est plus chacun là où on est dans nos établissements, dans nos services. On est aujourd'hui dans un monde complètement ouvert sur l'extérieur. Plus rien ne nous appartient finalement, mais ça nécessite d'accompagner les équipes dans ces changements de fond. Quelle belle conclusion. Voilà, on va s'arrêter sur... malheureusement, je crois que le temps est fini. Bon, on va peut-être pouvoir continuer juste entre nous. Malheureusement, les personnes à distance n'entendront pas la question, mais allez-y, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Ludivine, je suis designer et du coup, la problématique que vous venez d'aborder me parle énormément puisque c'est mon métier de tous les jours. Et je me demandais par rapport à la mentalité, on est passé d'une mentalité très technocentrée où la technologie guidait les réponses. C'est encore le cas, on parle beaucoup d'innovation technique, mais je pense qu'effectivement cette démarche de mettre l'utilisateur au centre, ça ne va pas se faire de façon évidente. Il y a tout un process de peut-être rompre l'idée que faire de la co-conception, ça ne veut pas dire chacun dit ce qu'il veut et puis on va dans le même sens. Il y a une vraie démarche. Il y a de la co-conception avec les utilisateurs finaux de différentes natures, avec la technique aussi, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi si on a un budget limité, un besoin limité sur moi. Donc la question, c'est vraiment par rapport à cet état d'esprit. Est-ce que vous sentez que cette transition, elle est vraiment en train d'être faite, ou c'est juste un discours qui est intéressant à mener parce que c'est dans l'air du temps, mais concrètement, ce n'est absolument pas encore dans les faits? Je vais juste apporter un tout petit regard. Il y a 2 minutes, encore une fois. Une minute chacun et on arrête. Ok. Je viens du monde effectivement des startups et j'ai trop connu des startups qui avaient pour faire valoir l'innovation technologique à défaut de l'usage et qui finalement effectivement ne sont plus là aujourd'hui parce que justement ils n'étaient pas au cœur de l'usager. Et donc ils sont arrivés sur le marché avec une solution technique qui était parfaite mais qui répondait absolument pas à un besoin. Et du coup je pense que mécaniquement, de façon brutale, les gens se disent oui, c'est vrai que c'est une logique de remettre l'utilisateur au cœur parce que si je développe une solution, il faut qu'elle serve. Elle serve un dessin, elle serve un usage, elle serve une peine, il faut qu'on enlève. Et je pense que les mentalités sont en train de changer, malheureusement un petit peu à cause de ça aussi. Le dernier mot. Moi, je peux vous assurer que ça fait plusieurs années qu'on fait de la co-construction avec nos clients. Ils n'ont pas attendu l'AI Santé pour s'investir et ils sont extraordinaires. Et on arrive à sortir des produits. Alors, j'ai fait un peu de la pub pour moi parce que c'est vraiment des produits extraordinaires parce qu'ils ont été conçus et vus par des utilisateurs et des futurs utilisateurs. Et depuis longtemps, il y a vraiment un réel enthousiasme à travailler avec nous. Elisabeth. Ouais, je voulais simplement dire que dans un établissement médico-social, on pouvait avoir des choses hyper modernes, avec des laboratoires de la marge, des capteurs, et des usages complètement désuets. Donc c'est très contradictoire en fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est de rétablir un équilibre et d'avoir une ligne qui permet d'avoir un socle assez solide pour accueillir de nouveaux projets innovants, tout en n'arrêtant pas non plus de mener l'innovation au sein de nos structures. Donc c'est ça qui est difficile, de jongler entre les deux, d'avoir un socle fiable,
tout en gardant quand même en ligne de mire d'apporter des innovations pour les équipes, pour les usagers, et d'améliorer in fine les accompagnements.